Sur les pentes arides du plateau mésopotamien, des fragments de terre cuite gisaient depuis plus de 4000 ans, attendant d'être lus. Les Sumériens avaient gravé leurs préoccupations dans l'argile, des inventaires, des contrats, des prières, mais aussi des récits qui semblaient oubliés, enterrés sous des couches de poussière et de silence. Certaines tablettes parlent d'une catastrophe qui anéantit une civilisation entière, d'une guerre si totale qu'elle laissa des vides dans le récit historique lui-même. Pourtant, le texte survivant ne crie pas. Il murmure, il énumère, il laisse les espaces vides où les réponses devraient se trouver. Ce qui s'est passé alors résiste à l'explication simple, se dérobe à la dramatisation. Seuls les fragments demeurent, et dans ces fragments réside une question que l'archéologie moderne commence à peine à formuler. Qu'avait-on jugé si important d'oublier qu'on l'avait effacé du mur même de la mémoire collective ? Les premiers Sumériens ne cherchaient pas à raconter des histoires lorsqu'ils ont pressé le roseau taillé dans l'argile humide. Ils énuméraient, ils comptabilisaient, une gerbe d'orge, 2 mesures de bière, 3 ouvriers pour le canal. L'écriture était un instrument d'ordre, une façon de maintenir la cohérence d'un système qui dépendait entièrement de la précision. Les tablettes cunéiformes qui surgissaient des fouilles archéologiques du sud de la Mésopotamie portèrent la marque de cette obsession. Chaque signe avait un poids, chaque ligne une fonction. Pendant des siècles, cette écriture s'était perfectionnée, passant de simples pictogrammes à un système abstrait capable d'exprimer non seulement les choses concrètes, le grain, le bétail, la terre, mais aussi les concepts intangibles, la culpabilité, le devoir, l'absence. C'est précisément cette capacité qui rend les silences dans les archives sumériennes si éloquents, car il y a des périodes où les tablettes cessent soudainement de parler. Des décennies, parfois des générations entières, disparaissent du registre. Non pas parce que l'écriture n'existait pas, mais parce que ce qui s'était produit semblait résister à la documentation. Les archéologues modernes, en fouillant les niveaux de cendres et de débris qui marquaient les sites sumériens majeurs, ont longtemps attribué ces lacunes à des accidents du temps, la fragilité de l'argile, l'érosion, la chance aléatoire de la préservation. Mais à mesure que les techniques de datation s'amélioraient, une autre hypothèse s'imposait graduellement. Certains silences avaient été délibérés. Les villes sumériennes n'étaient jamais des entités isolées. Elles formaient un réseau dense d'interdépendances économiques, religieuses et politiques. Uruk, Lagash, Umma, Nippur, Ur, chacune de ces cités était un centre de pouvoir qui rayonnait sur des territoires agricoles, des routes commerciales, des sanctuaires. Entre ces cités, les relations oscillaient constamment entre coopération et compétition. Les tablettes administratives des 3e et 2e millénaires avant notre ère témoignent de ces tensions. Il y avait des traités, des accords de partage d'eau, des arrangements concernant le commerce des métaux. Il y avait aussi des disputes territoriales, des conflits sur les frontières, des querelles héréditaires qui se transmettaient de génération en génération. Mais les premières traces d'une violence systématique et à grande échelle commencent à apparaître dans les registres archéologiques autour du milieu du 2e millénaire. Les fouilles menées à Lagash, l'une des plus importantes cités-États sumériennes, ont révélé des couches successives de destruction. Ce qui frappait les archéologues, c'était la nature de ces destructions. Elles ne ressemblaient pas aux raids habituels ou aux conflits limitrophes documentés dans les tablettes. C'étaient des incendies massifs, des murs démolis systématiquement, des niveaux d'habitation entièrement rasés et reconstruits, encore et encore, selon un cycle qui suggérait non pas une unique invasion catastrophique, mais une série de confrontations qui s'étaient prolongées sur plusieurs générations. Les textes sumériens parlent parfois de rois qui menaient des armées vers le sud ou vers le nord, qui construisaient des forteresses, qui imposaient des tribus. Mais ces récits sont souvent étrangement vagues sur les détails tactiques ou les résultats réels des campagnes. Un roi pourrait affirmer qu'il avait conquis une ville, qu'il avait établi sa domination sur un territoire, mais les tablettes administratives contemporaines de cette même période ne reflétaient pas toujours ces affirmations victorieuses. Les flux de commerce s'interrompaient, les registres fiscaux montraient des déficits inexplicables. Les noms de certains gouvernants disparaissaient complètement des listes royales, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ce phénomène d'effacement intentionnel, ce que les historiens appelleraient plus tard la damnatio memoriae, la condamnation de la mémoire, était courant dans les cultures anciennes. Un roi pouvait ordonner que le nom de son prédécesseur soit gravé sur les monuments publics, que les tablettes mentionnant un rival politique soient éliminées, que les généalogies soient écrites pour effacer les lignes de succession indésirables.
Mais en Mésopotamie sumérienne, cet effacement semblait s'être déroulé à une échelle sans précédent. Des villes entières semblaient avoir disparu des registres historiques pendant certaines périodes, puis réapparaître parfois sous des noms différents, avec des populations différentes, des élites différentes. Les tablettes qui survivaient offrent des indices fragmentaires de ce qui s'était passé. Un administrateur à Uruk note que les revenus des terres du sud n'ont pas été collectés cette année-là. Un prêtre à Nippur enregistre que l'offrande rituelle au temple n'a pas pu être complétée car les grains n'ont pas été livrés. Un document de Lagash mentionne brièvement l'arrivée de réfugiés des terres du désert, mais sans fournir de contexte sur d'où ils venaient ou pourquoi ils avaient dû fuir. Ce qui émerge de ces fragments est une image d'un système en désagrégation progressive, d'une civilisation qui restait fonctionnelle en surface mais qui, en dessous, se fragmentait sous le poids d'une tension croissante. L'écriture sumérienne elle-même commençait à refléter ce désarroi. Les scripts administratifs des périodes antérieures étaient réguliers, précis, exécutés par des scribes formés qui respectaient des conventions établies depuis des générations. Mais certaines tablettes des périodes troublées montrent une dégradation visible. Les caractères deviennent irréguliers, les lignes s'inclinent, certains signes sont répétés maladroitement. C'était comme si les scribes eux-mêmes écrivaient sous stress, comme si la normalité administrative était en train de s'effondrer même au moment où ils essayaient de la maintenir en place. D'autres tablettes deviennent progressivement plus laconiques, comme si les rédacteurs abandonnaient graduellement leur engagement envers l'exhaustivité et la précision. Ce qui persiste dans les murs des cités sumériennes, dans les briques cuites des temples et les fondations des palais, c'est une preuve silencieuse que quelque chose d'irréversible s'était mis en mouvement. Les couches archéologiques racontent une histoire que les textes écrits refusaient de compléter. Et c'est précisément à cette intersection entre le silence volontaire et l'évidence physique que commence à se former la première question. Qu'avait-on jugé si menaçant pour l'ordre établi qu'on avait préféré l'oublier plutôt que de l'enregistrer ? Avant la rupture, il y avait une prospérité qui semblait durable. Les archives administratives des cités sumériennes du début du deuxième millénaire avant notre ère révèlent une civilisation au sommet de son développement économique. Les systèmes d'irrigation, perfectionnés sur plusieurs siècles, transformaient les terres arides et imprévisibles du sud mésopotamien en champs d'une fertilité remarquable. Les tablettes énumèrent les rendements de l'orge, du blé, de la datte. Des chiffres qui, une fois convertis en volume moderne, révèlent une production agricole suffisante non seulement pour sustenter la population locale, mais pour soutenir un commerce interrégional élaboré. Ce commerce était le système nerveux de la civilisation sumérienne. Les caravanes partaient des ports fluviaux avec des cargaisons de grains, d'huile, de textiles. Elles revenaient avec de l'étain venu des montagnes de l'Anatolie, du cuivre du Levant, du lapis-lazuli bleu foncé qui venait des mines lointaines de l'Afghanistan, des pierres rares que les artisans sumériens transformaient en objets de prestige. Les registres commerciaux montrent une économie en expansion constante. De nouveaux ateliers s'établissaient, de nouveaux sanctuaires se construisaient, la population des grandes villes augmentait, alimentée par une migration rurale progressive vers les centres urbains. Les élites sumériennes, les rois, les prêtres, les marchands, avaient développé une vision de cet ordre économique comme quelque chose de naturel, d'inévitable, presque divinement garanti. Les rois se proclamaient les ombres des dieux, les protecteurs de l'ordre cosmique que les Sumériens appelaient Me. Les prêtres affirmaient que la prospérité était le signe de la satisfaction des divinités. Les temples accumulaient les richesses, non pas par avarice, mais parce qu'ils fonctionnaient comme des banques centrales, des greniers de sécurité, des régulateurs de l'économie. Un grand temple pouvait contrôler les terres environnantes, employer des centaines de travailleurs, gérer des réseaux commerciaux qui s'étendaient sur plusieurs régions. Mais cette prospérité contenait les germes de ses propres contradictions. Plus la richesse s'accumulait, plus elle se concentrait aux mains d'un petit nombre de familles et d'institutions religieuses. Les tablettes administratives montrent une économie où la majorité de la population travaillait pour maintenir un système dont elle ne partageait que marginalement les bénéfices. Il y avait les scribes, les artisans spécialisés, les commerçants, une classe moyenne urbaine qui jouissait d'une certaine sécurité matérielle. Mais il y avait aussi les paysans liés aux terres du temple ou du palais, les ouvriers des chantiers de construction, les esclaves qui constituaient une portion significative de la main-d'œuvre dans l'agriculture et l'artisanat. Les contrats trouvés sur les tablettes révèlent un système légal élaboré qui définissait les droits et les obligations de chacun selon sa position sociale.
Les lois de Hammurabi, bien que postérieures à la période sumérienne pure, reflétaient des principes qui avaient racines dans les pratiques sumériennes antérieures, une hiérarchie sociale stricte, des châtiments différenciés selon le statut, une conception de la justice qui renforçait plutôt qu'elle ne remettait en question les inégalités existantes. Ce système était présenté comme juste, ordonné, conforme à la volonté des dieux. Ce qui est frappant, c'est que les tablettes sumériennes de cette époque d'abondance ne donnent presque aucune voix aux strates inférieures de la société. Nous connaissons les noms des rois, des prêtres principaux, des grands marchands. Nous connaissons leurs transactions, leurs alliances, leurs rivalités. Mais la vie des paysans, des ouvriers, des esclaves reste presque entièrement invisible dans les archives écrites. Ce que nous en savons provient surtout des indices qu'on peut glaner entre les lignes. Un contrat mentionnant un achat d'esclaves, une liste de rations alimentaires distribuées aux travailleurs du temple, une notation brève concernant une fuite de travailleurs. Or, au début du deuxième millénaire, les registres commencent à montrer des signaux subtils de perturbation dans ce système apparemment stable. Des tablettes en provenance de Lagash mentionnent une baisse inexplicable de la productivité agricole sur certains domaines. Les revenus fiscaux cessent d'augmenter et commencent à stagner. Des notes administratives parlent de difficultés à lever les contingents de travailleurs pour les projets de construction royaux. Des contrats de vente d'esclaves mentionnent des prix qui fluctuent de manière inhabituelle. Ces signaux isolés auraient pu passer inaperçus s'ils avaient été limités à une seule région. Mais les mêmes schémas apparaissent progressivement dans les archives provenant de plusieurs cités à la fois. Uruk, Nippur, Ur, toutes montrent des perturbations similaires dans les mêmes périodes chronologiques. C'était comme si une onde de choc se propageait à travers la civilisation, un trouble qui ne pouvait pas être expliqué par des causes locales ou temporaires. Les rois et les prêtres qui gouvernaient ces villes ne restaient pas passifs face à ces signes d'instabilité. Les registres monumentaux, les inscriptions gravées sur les statues royales et les sceaux officiels deviennent de plus en plus emphatiques dans leurs assertions de pouvoir et de stabilité. Les rois affirmaient avec une insistance croissante qu'ils avaient restauré l'ordre, qu'ils avaient vaincu les ennemis, qu'ils avaient rétabli la prospérité. Mais la fréquence même de ces affirmations suggérait une inquiétude sous-jacente. Si l'ordre était réellement sécurisé, pourquoi fallait-il le proclamer si souvent ? Les temples, eux aussi, semblaient se préparer à quelque chose. Les archives montrent une activité de construction frénétique, des fortifications qui se renforcent, des murs intérieurs qui se subdivisent, des réserves de grains qui s'accumulent. C'était comme si les élites pressentaient une menace imminente, comme si elles se préparaient à se retrancher derrière les défenses matérielles en cas de crise. Ce qui frappait les archéologues, c'était le contraste entre cette nervosité latente et le calme officiel maintenu dans les inscriptions publiques. On construisait des bunkers tout en proclamant la prospérité, et puis, vers le milieu du deuxième millénaire, il y a un vide. Les tablettes diminuent en nombre. Les inscriptions royales cessent de mentionner de nouvelles conquêtes ou de nouveaux travaux publics. Les registres administratifs deviennent sporadiques. C'est comme si la machine bureaucratique elle-même s'était enrayée, comme si les scribes avaient tout simplement cessé d'enregistrer ce qui se passait. Et quand les tablettes réapparaissent, plusieurs générations plus tard, on découvre qu'on était maintenant dans un monde radicalement différent. Parmi les milliers de tablettes découvertes dans les fouilles mésopotamiennes, certaines se distinguent par un langage que les spécialistes du cunéiforme mirent longtemps à identifier complètement. Ce n'était pas du sumérien pur. C'était une langue qui partageait des caractéristiques avec le sumérien, mais qui contenait aussi des éléments étrangers, des syntaxes différentes, des façons de construire le sens qui ne correspondaient pas aux conventions linguistiques sumériennes établies. Au début du XXe siècle, quand les archéologues ont commencé à cataloguer systématiquement ces documents, ils ont d'abord supposé qu'il s'agissait simplement de dialectes régionaux ou de variantes chronologiques du sumérien lui-même. Mais à mesure que l'étude comparative du cunéiforme progressait, une autre possibilité s'est imposée. Ces textes étaient écrits par des locuteurs dont la langue maternelle n'était pas le sumérien. C'était de l'akkadien, une langue sémitique qui parlait depuis longtemps en Mésopotamie du Nord, mais qui n'avait jamais dominé les registres administratifs des cités sumériennes du Sud. L'akkadien était considéré comme la langue des périphéries, des peuples des steppes, des régions qui n'avaient pas atteint le niveau de civilisation urbaine et sédentaire de Sumer. Pourtant, progressivement, à travers les archives du deuxième millénaire, on voit l'akkadien pénétrer les registres officiels des cités sumériennes elles-mêmes. D'abord timidement,
un mot akkadien glissé ici et là dans un texte rédigé autrement en sumérien. Puis, avec une assurance croissante, des contrats entiers rédigés en akkadien, des inscriptions royales composées dans cette langue étrangère, des listes administratives où l'akkadien était devenu la norme plutôt que l'exception. Ce processus s'accéléra après une certaine date, une date qui correspondait précisément avec les perturbations que les archives administratives avaient commencé à montrer. La linguistique historique suggère que ce changement ne s'était pas produit par simple préférence esthétique ou commodité. Un changement de langue administrative sur une aussi grande échelle et sur une aussi longue période indique un changement fondamental dans le pouvoir politique. Normalement, c'est quand une nouvelle élite prend le contrôle qu'une nouvelle langue s'impose dans les registres officiels. Les conquérants imposent leur langue aux territoires vaincus, non pas par décret arbitraire, mais parce que c'est la langue qu'ils parlent, que leurs fonctionnaires comprennent, que leur système administratif utilise. Ce qui rendait ce changement particulier, c'est qu'il ne semblait pas accompagner des marqueurs typiques d'une conquête étrangère massive. Il n'y avait pas de récit monumental décrivant une invasion akkadienne victorieuse. Il n'y avait pas de représentation picturale de rois akkadiens triomphant sur les murs des palais sumériens vaincus. Il y avait seulement ce changement linguistique progressif, comme si la nouvelle élite akkadienne s'était graduellement imposée sans jamais avoir besoin de déployer la rhétorique habituelle de la conquête. Les généalogies des rois qui gouvernaient ces cités deviennent progressivement plus floues dans cette période de transition. Un roi porte un nom sumérien, son successeur porte un nom akkadien. Puis les noms redeviennent sumériens, mais avec des titulatures qui sonnent étrangèrement. Les archives généalogiques semblent avoir été délibérément brouillées, comme si quelqu'un avait voulu rendre difficile de tracer les lignes de succession exactes, les points de rupture, les moments précis où le pouvoir avait changé de main. Ce phénomène de fusion linguistique et culturelle s'accompagnait aussi d'une transformation dans les pratiques religieuses. Les temples sumériens continuaient à exister, les dieux sumériens continuaient à être vénérés, mais ils l'étaient désormais dans un contexte religieux qui intégrait progressivement les croyances akkadiennes. Des tablettes décrivant des rituels montrent une évolution graduelle. Les invocations aux dieux sumériens sont prolongées par des invocations aux déités akkadiennes. Les hymnes composés en sumérien côtoient les hymnes en akkadien. C'était comme si deux systèmes religieux se fusionnaient lentement, sans heurts visibles, mais aussi sans maintenir en équilibre parfait. Ce processus d'acculturation progressive était fascinant pour les historiens modernes, mais il posait aussi une énigme. Pourquoi cette fusion s'était-elle déroulée si différemment des conquêtes typiques ? Habituellement, quand une civilisation dominante était remplacée par une autre, le processus était plus dramatique, plus visible, plus documenté. Il y avait des batailles, des sièges, des trajets de destruction archéologiquement détectables. Mais ce qui s'était passé en Mésopotamie sumérienne semblait différent. C'était comme si une civilisation avait été graduellement remplacée par une autre, non pas par une conquête soudaine, mais par une série de crises qui avaient progressivement transféré le pouvoir à une élite différente. Les vestiges archéologiques compliquaient encore le tableau. Dans certaines cités, il y avait effectivement des traces de destruction et d'incendie, des niveaux d'habitation brûlés et reconstruits. Mais dans d'autres endroits, la transition semblait s'être faite sans ces marqueurs dramatiques. Les bâtiments continuaient à être utilisés, simplement avec de nouveaux administrateurs. Les populations restaient largement les mêmes, simplement gouvernées maintenant par des élites d'origine akkadienne. C'était un changement de pouvoir qui laissait la surface inchangée tout en transformant les fondations du système. Ce contraste entre la douceur apparente de la transition culturelle et les indices de tension politique sous-jacente devint progressivement plus clair à mesure que les chercheurs apprenaient à lire les subtilités des textes cunéiformes. Les tablettes contenaient souvent des couches de sens qu'une lecture superficielle ne révélait pas. Un contrat de vente pourrait enregistrer une transaction économique en surface, mais les détails des termes et des conditions pouvaient en révéler beaucoup sur les rapports de pouvoir réels entre les parties. Une inscription royale pouvait affirmer la gloire et la puissance d'un roi, mais la langue employée, les dieux invoqués, la structure même de la rhétorique pouvaient révéler une anxiété sous-jacente, une insécurité quant à la légitimité du pouvoir. Et c'est précisément dans ces subtilités textuelles que commençaient à émerger les preuves d'une transformation qui avait été bien plus violente que les surfaces lisses ne le laissaient entendre. Les listes royales sumériennes constituent l'une des sources les plus importantes pour reconstituer la chronologie de la civilisation sumérienne.
Ces listes énuméraient les rois de chaque cité, parfois sur plusieurs générations, fournissant des informations sur la durée de leur règne et les dynasties auxquelles ils appartenaient. Les archéologues avaient d'abord approché ces listes comme on aurait approché tout registre historique officiel, comme une source d'informations factuelles qui pouvait être vérifiée contre d'autres preuves. Mais au fil du temps, un pattern troublant devint apparent. Les listes royales contenaient des lacunes, des sauts, des périodes où la chronologie semblait s'effondrer ou se dédoubler. Un roi pourrait être mentionné dans une liste comme ayant régné pendant 50 ans, mais dans une autre source administrative contemporaine, il n'y avait aucune trace de son existence. Inversement, certains rois dont les tablettes administratives témoignaient d'activités substantielles n'apparaissaient pas du tout dans les listes royales officielles, comme s'ils avaient été effacés de l'histoire officielle. Ce qui était particulièrement étrange, c'est que ces lacunes ne semblèrent pas aléatoires. Elles se concentrèrent dans des périodes spécifiques, des intervalles précis qui correspondaient exactement au moment où les archives administratives montraient les plus grandes perturbations. C'était comme si quelqu'un, à un moment donné, avait volontairement édité l'histoire officielle en retirant certains épisodes, en supprimant certains noms, en réarrangeant l'ordre des événements pour créer une narrative qui semblait plus cohérente, plus ordonnée, plus conforme à une certaine vision du passé. Un cas particulièrement remarquable concerne la cité de Lagash et sa rivale Umma. Les registres de cette époque témoignent de plusieurs siècles de conflits entre ces deux cités pour le contrôle d'une bande de terre fertile connue sous le nom de Gu Edena. Des sceaux, des inscriptions monumentales et des tablettes administratives décrivaient diverses campagnes militaires, des traités, des intermèdes de paix. Certains de ces documents étaient datés ou pouvaient être datés par leur contexte archéologique. Mais ce qui frappa les chercheurs, c'est qu'à un moment donné, après une série particulièrement intense de conflits, les registres de Lagash concernant cette rivalité cessaient simplement. Umma continuait à être mentionné dans les documents de Lagash, mais de façon étrangement superficielle, comme si la cité rivale existait mais que les détails de ses interactions avec Lagash avaient cessé d'être documentés. Et puis, plusieurs générations plus tard, les registres reprenaient une mention détaillée de la région du Gu Edena, mais la description du territoire et de ses frontières était légèrement différente, comme si quelque chose avait changé fondamentalement dans le statut ou le contrôle de ces terres. Les archéologues qui fouillaient les niveaux archéologiques correspondant à ces périodes de silence textuel découvraient des preuves de destruction systématique. Les murs de Lagash avaient été brûlés et reconstruits. Les structures d'Umma montraient des signes similaires de conflagration et de restauration. C'était comme si ces périodes que les textes refusaient de documenter complètement avaient été marquées par une violence considérable, une violence que les élites de la cité avaient trouvé préférable d'oublier, ou du moins de ne pas enregistrer en détail pour la postérité. Ce phénomène d'amnésie sélective dans les registres historiques n'était pas unique à la Mésopotamie. De nombreuses civilisations anciennes pratiquaient une forme de révision historique, effaçant de leurs archives officielles les épisodes jugés embarrassants, défaitistes ou incompatibles avec l'image que les élites voulaient transmettre aux générations futures. Mais la systématicité avec laquelle cela avait été fait en Mésopotamie sumérienne au moment de cette période troublée était remarquable. Ce qui était encore plus significatif, c'est que ce silence officiel ne masquait pas complètement la réalité souterraine. Les éléments fragmentaires qui survivaient, des tablettes fragmentées, des inscriptions partiellement effacées, des niveaux archéologiques de destruction, permettaient aux chercheurs modernes de reconstituer au moins partiellement les événements qui s'étaient produits. Et ce que cette reconstitution révélait était une image d'une civilisation déchirée par des conflits qui avaient progressivement dépassé les cadres institutionnels et légaux qui auraient normalement pu les contenir. Les contrats commerciaux de cette période montrent une intéressante évolution. Dans les périodes d'abondance relative, les contrats étaient simplement énoncés. Un tel reçoit une certaine quantité de grains en échange d'une certaine quantité d'huile. Les termes étaient simples, prévisibles. Mais à mesure que les tensions augmentaient, les contrats devenaient progressivement plus détaillés, plus scrutateurs. Des clauses apparaissaient concernant ce qui se passerait si une partie ne pouvait pas honorer ses obligations. Les termes de crédit se durcissaient. Le taux d'intérêt augmentait. C'était comme si les marchands eux-mêmes, observant l'instabilité croissante du système, essayaient de se protéger contre les risques accrus. Certaines tablettes fragmentaires contiennent des passages qui suggèrent des discussions, peut-être des débats, sur la manière de gérer les crises émergentes.
Un document incomplet en provenance de Nippur semble enregistrer les minutes d'une réunion entre représentants de plusieurs cités discutant de mesures coordonnées pour maintenir la stabilité régionale. Mais le document s'interrompt brutalement, et on ne saura jamais si une décision avait été prise ou ce qui en était résulté. C'était comme si quelqu'un avait décidé que même ce registre des débats politiques était trop révélateur et l'avait intentionnellement supprimé du record. Un parallèle étrange se dessine. Plus une crise semble avoir été grave, plus le silence qui l'entoure dans les archives est complet. Les périodes de stabilité et de prospérité sont richement documentées. Les périodes de conflits mineurs sont enregistrées en détail comme si leur enregistrement rendait acceptable leur résolution. Mais les périodes où la civilisation elle-même semble avoir tremblé sur ses fondations sont marquées par une absence de documentation étrangement totale, une absence qui elle-même devient une preuve silencieuse de l'ampleur de ce qui s'était produit. À partir d'une certaine pointe dans le 2e millénaire, il y a des endroits en Mésopotamie où l'archéologie révèle un pattern qui déroute les chercheurs depuis des décennies. Certaines cités qui avaient prospéré pendant des siècles cessent soudainement d'être occupées. Non pas graduellement vidées, comme cela arrive parfois quand les populations migrent lentement vers d'autres centres. Non pas détruites de manière si complète qu'elles ne pouvaient jamais être réoccupées. Simplement abandonnées, comme si leurs habitants avaient un jour pris la décision consciente que ce lieu n'était plus habitable et avaient quitté. Les preuves archéologiques de ces abandons sont subtiles mais significatives. Dans le dernier niveau d'occupation d'une cité, on trouve rarement de vastes dépôts de cendres ou de débris confus suggérant une destruction violente. À la place, on voit des maisons qui sont progressivement vidées de leurs biens durables. Les objets de valeur, le métal, les pierres précieuses, les outils spécialisés ont disparu. Les structures elles-mêmes demeurent debout, mais vides, inhabiteuses, comme si on avait prélevé tout ce qui en valait la peine et laissé le reste pourrir lentement sous la pluie et le vent. Parfois, dans ces villes abandonnées, on trouve des indices des circonstances de l'abandon. Une tablette laissée sur le sol, peut-être oubliée ou délibérément abandonnée parce que transporter tous ces biens était déjà assez difficile. Des vestiges de repas inachevés, des pots de stockage partiellement vides, un fragment de textile oublié, ces petits détails suggèrent une sorte de crise qui était peut-être soudaine, ou peut-être qui s'était déployée sur un laps de temps assez long pour que les habitants aient le temps de chercher un refuge ailleurs, mais pas assez long pour qu'ils gardent une raison d'espérer que les choses s'amélioreraient et qu'ils pourraient revenir. Ce qui est remarquable, c'est que, dans plusieurs cas, ces villes abandonnées ne sont jamais devenues des lieux de réoccupation majeure. Elles restaient des ruines, progressivement enterrées par les dépôts naturels d'alluvions et de poussière, jusqu'à ce que les archéologues modernes les découvrent des millénaires plus tard. C'était comme si quelque chose avait rendu ces emplacements inhabituels ou inacceptables, une sorte de malédiction qui persistait même longtemps après les raisons originelles de l'abandon avait été oubliée. L'une des plus grandes de ces cités abandonnées était Lagash. Pendant des siècles, elle avait été l'un des centres majeurs de la civilisation sumérienne, le siège d'une élite riche, le lieu de temples magnifiques et de palais royaux. Les registres administratifs témoignaient d'une cité qui avait prospéré, qui contrôlait les terres environnantes, qui participait à des réseaux commerciaux élaborés. Et puis, dans une chronologie qui correspondait à la période des plus grandes perturbations documentées dans les textes fragmentaires, Lagash cessait progressivement d'être un centre urbain majeur. D'abord, les registres administratifs commençaient à montrer une réduction de la population. Les chiffres indiquant le nombre de travailleurs disponibles pour les projets publics diminuaient. Le nombre de rations alimentaires distribuées par le temple déclinait. La capacité productive des terres contrôlées par la cité semblait diminuer, non pas parce que les terres s'étaient devenues moins fertiles, mais parce qu'il y avait simplement moins de mains disponibles pour les exploiter. Des registres fragmentaires mentionnaient l'arrivée de réfugiés venant d'ailleurs, puis, plus tard, la mention de départ d'habitants de Lagash eux-mêmes vers d'autres lieux. Puis finalement, silence. Aucune tablette administrative supplémentaire ne provient de Lagash datant des dernières générations où la cité aurait pu rester un centre urbain majeur. Les fouilles archéologiques ne révèlent aucun niveau d'habitation substantiel postérieur à une certaine date. Lagash, qui avait été l'une des plus importantes cités de Sumer, avait simplement cessé d'exister en tant que centre de pouvoir et de civilisation. Ce qui suivait était un pattern étrange. Pendant plusieurs générations, la région où Lagash s'était dressée semblait pratiquement vide. Pas de village, pas d'occupation significative,
pas de preuve que les êtres humains y vivaient sur une base permanente. Puis, progressivement, au cours des siècles suivants, une occupation plus légère réapparaissait, mais c'était différent. Les structures urbaines n'étaient pas reconstituées. Les temples n'étaient pas rebâtis. Ce qui réapparaissait était plutôt une occupation dispersée, agricole, sans les concentrations de pouvoirs politiques et religieux qui avaient autrefois caractérisé le site. Un phénomène similaire se répétait ailleurs. Houma, la rivale historique de Lagash, subissait un destin comparable. Uruk, bien que continuant à être habité et même conservant une certaine importance, montrait aussi un déclin dramatique de sa population et de sa puissance. Même Nippur, qui avait conservé une importance religieuse persistante, sembrait avoir perdu une grande partie de son rôle administratif et politique. Ce qui rendait ces abandons particulièrement significatifs, c'est qu'ils ne suivaient pas une direction géographique claire. Ce n'était pas comme si toute la population du sud mésopotamien migrait vers le nord, ou vers le sud, ou vers une autre région unique. Au lieu de cela, il y avait une fragmentation. Certains habitants semblaient se diriger vers les villes septentrionales comme Assur, où une nouvelle puissance politique émergeait. D'autres semblaient simplement se disperser dans les petits villages et les établissements agricoles, renonçant à la vie urbaine. D'autres encore disparaissaient des registres entièrement, quittant peut-être les terres mésopotamiennes elles-mêmes, migrant vers des régions dont aucun registre ne subsiste. Les rares tablettes qui mentionnent ces migrations sont étrangement laconiques. Un document de Nippur mentionne simplement que les habitants des terres du sud ne sont pas arrivés pour les récoltes. Un autre note que le temple n'a pas reçu sa part d'habituel des revenus du sud. Une troisième tablette fragmentaire semble enregistrer une liste de ceux qui se sont perdus ou ceux qui ont disparu, une liste dont seule une fraction subsiste. Les légendes et les mythes sumériens préservés dans des textes plus tardifs contenaient parfois des échos de ces catastrophes, bien que dans une forme transmutée. Le récit de l'Enuma Elish, bien que composé en akkadien et attribuant les événements à une cosmologie mythologique, contient des passages qui semblent refléter des souvenirs de guerres cataclysmiques et de la destruction des villes. Le mythe du déluge, avec ses descriptions d'une destruction totale de la civilisation et d'une réduction de l'humanité à une poignée de survivants, pourrait en partie être une représentation mythologique d'une catastrophe historique qui avait dévasté la Mésopotamie. Mais les archives contemporaines elles-mêmes, dans leur silence même, murmuraient une histoire différente. C'était une histoire non de mythes et de dieux, mais de cités réelles, de populations réelles, de structures de pouvoir réelles qui s'étaient effondrées et qui avaient laissé derrière elles une absence, un vide qui les générations futures avaient trouvé plus facile de remplir avec du silence que de tenter d'expliquer. Les fouilles archéologiques du sud mésopotamien révélaient une série de niveaux stratigraphiques qui correspondaient à différentes périodes d'occupation et de destruction. Pour chacun de ces niveaux, les chercheurs pouvaient établir une chronologie approximative en utilisant des méthodes de datation comparative, l'analyse des styles de céramique, l'identification des restes botaniques et animaux, la radiocarbone datation pour les échantillons plus récents. Mais ce qui était frappant, c'est que pendant une période bien spécifiée, la stratigraphie révélait un pattern répétitif, couche de destruction, période d'habitation réduite, reconstruction, puis une nouvelle couche de destruction, à nouveau, et encore. Ce pattern cyclique était étrange. Les destructions archéologiques pouvaient souvent être causées par des séismes, des inondations ou des incendies accidentels. Mais ces causes naturelles produisaient généralement une destruction unique, suivie soit d'une reconstruction complète, soit d'un abandon permanent. Ce qu'on voyait ici était différent. Une série répétée de destructions, presque comme si une cité était régulièrement attaquée, détruite, puis reconstruite par les survivants ou les vainqueurs, seulement pour être à nouveau attaquée et détruite. Les preuves matérielles suggéraient que ces destructions avaient été causées par une violence humaine plutôt que par des phénomènes naturels. Les murs avaient été démolis, visiblement endommagés par un impact direct, plutôt que qu'effondrés sous le poids d'une charge structurelle. Les structures montraient des signes de brûlure concentrée, plutôt que les traces diffuses d'un feu accidentel. Les morts qu'on trouvait occasionnellement dans ces niveaux montraient souvent des blessures qui avaient été infligées par des objets tranchants ou contondants avant que le corps ne soit brûlé ou écrasé sous les décombres. Ce qui était particulièrement significatif, c'est que certains de ces niveaux de destruction contenaient de petits objets de métal, des pointes de flèches, des fragments de lames, des éclats qui semblaient en provenir d'armes de combat rapprochées.
Le travail du métal en Mésopotamie pendant cette période avait atteint un certain niveau de sophistication. Les arpenteurs pouvaient produire du bronze, un alliage de cuivre et d'étain qui étaient considérablement plus résistants que le cuivre pur. Ils pouvaient produire des armes qui étaient efficaces et durables. Et les preuves matérielles des sites de destruction suggéraient que ces armes avaient été utilisées généreusement. Mais une question émergeait des preuves. Qui avait mené ces attaques ? Les destructions étaient-elles le résultat d'une guerre entre cités sumériennes rivales, chacune essayant de dominer les autres ? Ou y avait-il un envahisseur externe, une force militaire venant de l'extérieur de la civilisation sumérienne qui avait progressivement conquis les cités une par une ? Les indices textuels étaient ambigus. Les inscriptions royales occasionnelles qui survivaient parlaient souvent de la défense contre des ennemis extérieurs, de la protection contre des barbares venus des montagnes ou des déserts. Mais ces inscriptions royales, par nature, exagéraient toujours la menace et dramatisaient la réponse du roi. Une victoire sur un petit raid en bordure pouvait être amplement décrite dans une inscription royale comme si c'était une grande bataille défendant la civilisation elle-même contre les forces du chaos. Comment faire la différence entre la rhétorique exagérée typique et une véritable menace existentielle ? Ce qui était clair, c'est que les structures défensives des cités sumériennes avaient progressivement changé. Pendant les périodes initiales, les murs des villes sumériennes semblaient avoir été construits autant pour le prestige que pour la défense réelle. Ils étaient hauts, visibles, impressionnants, mais pas nécessairement optimisés pour résister à un siège ou à une attaque coordonnée. Mais à mesure qu'on avançait dans le deuxième millénaire, les fortifications devenaient progressivement plus sophistiquées. Les murs s'épaississaient. Des tours étaient ajoutées à des positions stratégiques. Les portes s'entouraient de structures défensives supplémentaires. C'était clairement la réaction d'une civilisation face à une menace croissante. Un élément intéressant provient d'une analyse détaillée des restes alimentaires retrouvés dans les niveaux contemporains des destructions. Pendant les périodes d'abondance, les restes osseux et botaniques trouvés sur un site de fouilles montraient une diversité considérable. Différentes espèces d'animaux, différentes cultures. Mais pendant et immédiatement après les périodes de guerre, cette diversité diminuait drastiquement. Les populations semblaient survivre sur un régime beaucoup plus limité, composé principalement des cultures les plus basiques, l'orge, le blé, quelques légumes. Les restes d'animaux indiquaient une consommation plus basse, et même quand des animaux étaient consommés, c'étaient souvent les plus petits, les plus jeunes, les moins précieux. Ce pattern de déficience nutritionnelle suggérait que pendant ces périodes de destruction répétées, les populations ne mouraient pas seulement des violences de la guerre elle-même. Elles étaient aussi affamées. Les guerres devaient être détruisant les capacités agricoles. Peut-être que les terres étaient piétinées par les armées. Peut-être que les paysans avaient été enrôlés de force dans les armées et n'étaient pas disponibles pour cultiver. Peut-être que la violence était suffisamment généralisée que personne n'osait s'aventurer dans les champs. Quoi qu'il en soit, le résultat était que pendant même que les guerres ravageaient la civilisation, la population était affamée, ses ressources nutritionnelles diminuaient, sa capacité à se reproduire et à survivre était compromise. Un document fragmentaire découvert à Nippur semble enregistrer les rations alimentaires distribuées à différents groupes de la population pendant ce qui pourrait être une période de crise. Les nombres diminuent progressivement, une indication claire que même les stocks du temple, censés être le dernier refuge en cas de famine, s'épuisaient. Les dernières lignes du document sont rayées ou effacées, rendant impossible de savoir comment cela s'était terminé ou quelles avaient été les conditions finales avant que l'enregistrement ne cesse. Il y a aussi des indices que pendant ces périodes troublées, les gens faisaient des choix désespérés pour survivre. Des contrats fragmentaires semblent enregistrer la vente d'enfants en esclavage par des parents incapables de les nourrir. D'autres documents semblent décrire des arrangements où des populations entières acceptaient une forme de servitude temporaire en échange de la nourriture et de la protection. Les tablettes qui enregistraient ces accords montraient typiquement les conditions. Pendant combien de temps le service durerait, quels seraient les termes de libération, ce que l'individu ou la famille recevrait en échange. Mais beaucoup de ces contrats semblent incomplets ou ambigus sur les points essentiels. Il n'y a souvent pas de clause claire concernant la fin du service ou la libération. C'était comme si ces accords avaient été rédigés dans une urgence telle que la question de quand et comment ils se termineraient n'avait pas été sérieusement abordée. Ou peut-être, plus darkement, était-ce intentionnel, offrir de la nourriture et de la protection maintenant, sans promesse crédible d'une fin du service,
était une forme de domination qui consolidait le pouvoir de ceux qui contrôlèrent les ressources. L'une des tâches centrales des archéologues qui travaillaient avec les tablettes sumériennes était l'identification des individus nommés dans les documents. Au fil du temps, à force de lire des centaines de tablettes, une image émergeait des rois, des prêtres, des marchands, des propriétaires terriens qui gouvernaient et dirigeaient la civilisation sumérienne. On pouvait suivre les carrières de certains individus à travers plusieurs documents, observant comment leur position changeait au fil du temps, qui ils avaient fait alliance, quels conflits ils avaient combattus. Mais cette image était fragmentée, incomplète. C'était comme essayer de reconstituer une mosaïque à partir d'une poignée de tesselles dispersées. On avait des noms, on avait des fragments de contexte, on avait des indices de relations et de rivalité, mais les connexions manquantes, les périodes manquantes, les raisons manquantes des actions documentées rendaient difficile de former une compréhension cohérente. Ce qui devenait de plus en plus apparent, c'est que l'importance d'un nom dans les archives n'était pas nécessairement une indication de l'importance historique de cette personne. Certains rois qui avaient peut-être régné pendant seulement quelques années, ou dont le règne avait été marqué par des défaites ou des crises, pouvaient être documentés dans de nombreux textes simplement parce que les circonstances de l'époque avaient généré beaucoup de correspondances administratives. D'autres rois, dont le règne avait peut-être été plus stable ou plus heureux, laissaient moins de traces documentaires parce qu'il y avait simplement moins à enregistrer. Mais il y avait aussi un pattern plus troublant. Certains noms apparaissaient dans les listes des généalogies royales, mais disparaissaient de tous les autres documents. Ces rois avaient des titres, ils avaient souvent des durées de règne assignées, mais il n'y avait aucune tablette administrative datée de leur règne, aucune correspondance, aucune inscription monumentale. C'était comme si ces rois avaient existé officiellement dans la généalogie, mais leur règne lui-même n'avait produit aucune documentation. Un cas particulier concerne un roi de Lagash, dont le nom et le titre apparaissaient dans les listes royales avec une durée de règne assignée. Mais aucune tablette datée de son époque n'avait jamais été trouvée. C'était étrange parce que même les rois dont les règnes étaient courts ou troublés laissaient généralement au moins quelques tablettes administratives. Qu'est-ce qui aurait pu causer une absence complète de documentation ? Peut-être que le roi lui-même avait ordonné que les tablettes de son époque soient détruites ? Peut-être que son règne avait été si chaotique qu'il n'y avait eu aucun fonctionnement administratif normal ? Peut-être que les généalogues de dynasties ultérieures avaient simplement inventé ce roi, insérant un nom fictif dans la lignée pour masquer une discontinuité ? Ce qui était clair, c'est qu'à certains moments, l'ordre administratif et bureaucratique normal avait cessé de fonctionner. Les scribes n'enregistraient pas les transactions ordinaires, les rois ne faisaient pas graver leurs exploits sur des monuments publics. Les prêtres n'effectuaient pas les rituels habituels, ou du moins ne les documentaient pas. C'était comme si la civilisation elle-même avait cessé de cultiver le langage, la documentation, la mémoire officielle. Parmi les noms qui disparaissaient, il y avait ceux des marchands. Pendant les périodes d'abondance, les tablettes contenaient souvent les noms des marchands majeurs, les familles de commerçants qui dominaient les échanges de longue distance. On pouvait suivre ces familles à travers les générations, voyant comment elles accumulaient la richesse, comment elles établissaient des alliances, comment elles dominaient les routes commerciales. Mais pendant les périodes de troubles, ces noms disparaissaient. Le commerce semblait se réduire à un niveau basique et quand il réapparaissait après la crise, c'était de nouveaux noms qui dominaient les registres commerciaux, de nouvelles familles qui contrôlaient le commerce, comme si la classe marchande antérieure avait simplement disparu. Il était difficile de savoir si ces marchands avaient littéralement péri pendant les guerres, ou s'ils avaient émigré vers d'autres régions, ou s'ils avaient perdu leur pouvoir économique et ne pouvaient plus dominer les registres commerciaux. Mais ce qui était clair, c'est qu'il y avait une rupture dans la continuité, une démographie des élites commerciales qui était interrompue et une nouvelle élite qui émergeait après la crise. Au milieu des ruines des cités sumériennes, parmi les briques brûlées et les rues abandonnées, les archéologues découvraient parfois des dépôts particuliers de tablettes. Ces dépôts n'étaient pas ordonnés, archivés selon un système administratif cohérent. Ils semblaient plutôt être des collections hâtives, des documents entassés ensemble, peut-être dans un conteneur portable, transportés quelque part par quelqu'un qui avait jugé important de les sauver du désastre. Parmi ces tablettes sauvées, il y avait souvent un mélange curieux. Des registres administratifs fragmentaires, des contrats de propriété, des textes religieux, des listes généalogiques. C'était comme si quelqu'un,
dans la confusion d'une catastrophe imminente, avait recueilli les documents qu'il trouvait le plus important de préserver, sans le temps ni l'inclination de maintenir un ordre organisé. Le résultat était une collection éclectique qui offrait un aperçu fragmentaire des priorités et des préoccupations des survivants. Un dépôt particulièrement instructif provenait d'un site près d'Uruk. Les tablettes étaient datées, autant qu'on pouvait les dater basées sur leur contexte archéologique et leur contenu linguistique, à une période qui correspondait à la phase finale d'une grande cité avant son abandon. Le collection contenait plusieurs contrats de vente qui étaient remarquables par leur nature. Il s'agissait principalement de ventes de propriétés terrestres à des prix bien en dessous de ce qui aurait été normal pendant les périodes de stabilité économique. Un champ qui aurait valu 1000 unités de grains pendant une période normale était vendu pour quelques centaines. Un jardin irrigué changeait de main pour une fraction de sa valeur antérieure. Ce qui était encore plus révélateur, c'est que le schéma montrait une direction nette. Les propriétés étaient vendues par les anciens propriétaires, sans mettre à un petit nombre d'acheteurs, et ces acheteurs détenaient des titres suggestifs, comme si des structures d'administration extérieure étaient en train de consolider le contrôle des terres. Les noms des nouveaux propriétaires n'apparaissaient pas dans les registres antérieurs. Ils semblaient être de nouveaux venus, des étrangers qui acquérèrent de la propriété terrestre à des prix désespérément bas pendant une période de crise. Accompagnant ces contrats de vente de terres, il y avait aussi des contrats de vente d'individus. Ces documents enregistraient simplement des transferts de personnes dépendantes, un euphémisme ancien pour l'esclavage ou un asservissement permanent. Un contrat enregistrait la vente d'une famille entière, parents et enfants, au même acheteur qui avait acheté les terres. Un autre enregistrait la vente d'un groupe de travailleurs agricoles à un nouveau protecteur. C'était comme si, en même temps que les terres changeaient de main, la population elle-même était réorganisée sous un nouveau système de contrôle. Parmi les tablettes du dépôt d'Uruk, il y avait aussi un document fragmentaire qui semblait être une sorte de registre de départ ou de liste d'exode. Le document était lacuneux, avec plusieurs lignes manquantes ou effacées, rendant une lecture complète impossible. Mais les passages subsistants énuméraient les noms de familles ou de groupes, accompagnés de notations qui pouvaient être interprétées comme des destinations vers la montagne, vers le nord, vers les terres de sel, vers la côte. Aucune explication n'était fournie concernant pourquoi ces individus se déplaçaient ou les circonstances de leur départ. C'était simplement une liste de ceux qui partaient, et apparemment, beaucoup partaient. Un autre dépôt de tablettes similaires, découvert dans les ruines de Lagash, contenait des documents qui semblaient enregistrer une tentative de préserver les généalogies et les registres généalogiques de la cité. Les tablettes énumérèrent les rois de Lagash, les généalogies des grandes familles, les registres détaillés des alliances et des mariages dynastiques. C'était comme si quelqu'un avait voulu s'assurer que même si la cité elle-même était détruite, au moins le souvenir de ce qu'elle avait été serait préservé. Mais même ces tablettes généalogiques avaient été compilées hâtivement, avec des omissions et des incohérences, suggérant qu'elles avaient été rassemblées dans la précipitation, peut-être même alors que les murs de la cité tombaient. Ces dépôts hâtifs de tablettes sauvées suggéraient une poignée de conclusions. Premièrement, il était clair que pendant les crises finales, il y avait une conscience parmi les élites de ce qui se passait. Elles savaient que quelque chose d'important était en train d'être perdu, et elles essayaient, à leur manière désespérée, de sauver ce qui pouvait l'être. Deuxièmement, il était apparent que certains parmi les survivants se déplaçaient vers d'autres régions, transportant avec eux leur documentation, leur généalogie, leur registre de ce qu'ils avaient possédé. C'était une forme de exode organisé, du moins à certains niveaux, une migration délibérée de populations vers d'autres terres. Troisièmement, il était clair que le processus par lequel les anciennes élites avaient perdu le contrôle et les nouvelles élites avaient pris le pouvoir avait impliqué un transfert complet des assets matériels. Les terres changèrent de main. Les populations changèrent de maître. Les structures du pouvoir économique étaient complètement réorganisées. Et ce transfert semblait s'être déroulé non pas dans un unique moment cataclysmique, mais à travers une série de transactions, de ventes, d'arrangements qui étaient enregistrés sur des tablettes, même pendant que la civilisation s'effondrait. Les tablettes de l'Exode, comme les archéologues avaient commencé à les appeler, offrèrent donc un curieux portrait d'un désastre. Ce n'était pas un anéantissement instantané et total. C'était plutôt une série de changements progressifs, de crises qui s'aggravaient, de migrations et de réorganisations sociales qui se déroulaient sur un laps de temps assez long pour permettre aux gens de se adapter, tant bien que mal.
ceux qui avaient tué les ressources pouvaient fuir, transportant avec eux ce qu'ils pouvaient sauver. Ceux qui n'en avaient pas resté, voyant leurs terres et leurs identités se réorganiser sous un nouveau régime. Et à la fin du processus, une civilisation entière avait été transformée, réorganisée, recréée sous une nouvelle forme, au point qu'on aurait pu dire qu'une civilisation avait effectivement disparu, remplacée par une autre. L'une des énigmes persistantes des fouilles archéologiques dans le sud mésopotamien était le manque apparent de restes humains massifs correspondant aux périodes de destruction documentées. Si une guerre avait effectivement dévasté la région, tuant une fraction significative de la population, on aurait attendu à trouver des preuves évidentes. Des dépôts osseux, des charniers, des restes individuels montrant des signes d'une mort violente. Il y avait bien sûr quelques restes éparpillés. Dans les niveaux de destruction, les archéologues trouvaient occasionnellement des squelettes humains partiels, généralement brûlés ou écrasés sous les débris effondrés. Mais ce qui était frappant, c'est que le nombre était toujours petit, souvent ne correspondant pas à ce qu'on aurait estimé pour une destruction massive d'une ville entière. Où étaient les corps de tous les civils qui auraient pu mourir lors d'une invasion ou d'un siècle? Une explication proposée par certains archéologues était que les corps avaient tout simplement pu être enlevés et inhumés dans des cimetières organisés, lesquels ne se trouvaient pas à l'intérieur des zones fouillées. Ou peut-être que beaucoup de morts avaient été brûlés si complètement que leurs restes n'étaient pas reconnaissables ou ne survivaient pas à l'enfouissement. Une autre possibilité était que, en raison des circonstances de chaos, beaucoup de corps n'avaient pas été inhumés selon les pratiques rituelles habituelles et avaient simplement été dispersés, emportés par les animaux ou l'érosion. Mais une autre explication, plus troublante, émergeait à mesure qu'on considérait l'ensemble des preuves. Peut-être que la majorité de la mortalité n'avait pas résulté de morts violentes en soi, mais de famine, de maladies et de malnutrition qui avaient suivi la destruction des structures politiques et économiques. Si les guerres avaient détruit les systèmes d'irrigation, interrompu le commerce, vidé les réserves des temples et des palais, alors ce qui aurait suivi aurait été une famine progressive. Et les gens qui meurent de famine ne laissent généralement pas de traces archéologiques distinctives. Il n'y a pas de blessures frappantes, pas de signes caractéristiques de mort violente. Les analyses des restes squelettiques qui avaient été découverts offraient un appui limité, mais suggestif à cette hypothèse. Les quelques squelettes trouvés dans les niveaux de destruction et post-destruction montraient parfois des signes de malnutrition chronique, des os robustes affaiblis, des dents usées de manière inhabituellement, des lignes d'arrest de croissance qui indiquaient des périodes de privation alimentaire graves, particulièrement durant l'enfance. Ce qui était particulièrement révélateur étaient les analyses des niveaux de terre correspondant aux périodes les plus troubles. Ces niveaux contenaient rarement des restes botaniques abondants. Les graines de plantes cultivées disparaissaient. Les pollens d'arbres fruitiers diminuaient. Ce qui restait étaient les traces de plantes comestibles moins désirables, le pourpier, les pissenlits, d'autres herbes sauvages qui pouvaient être consommées en cas de famine, mais qui offraient une nutrition bien inférieure aux cultures principales. Il y avait aussi un signal archéologique intéressant dans la composition du sol lui-même. Les archéologues pouvaient examiner les niveaux de cendres, de charbon et de minéraux trouvés dans les couches de terre, et ces analyses pouvaient révéler beaucoup sur la végétation passée et les conditions environnementales. Pendant les périodes stables, les indices suggéraient une utilisation intensive des terres, une gestion active de l'environnement, une promotion délibérée des cultures souhaitées, mais dans les niveaux correspondant aux périodes troubles, ces indices changeaient dramatiquement. C'était comme si les terres avaient simplement été abandonnées à elles-mêmes, laissées sans maintien, sans irrigation, sans gestion. Une implication était claire, si la population avait littéralement disparu, emportée par une mort violente lors d'une grande bataille ou d'une invasion, on aurait trouvé les corps. Mais si la population avait graduellement diminué à travers un processus de famine, de maladie, de migration et d'effritement des structures de survie, alors moins de preuves matérielles seraient attendues. Les corps auraient été dispersés, enterrés de manière différente, ou simplement jamais arrivés à un point d'inhumation organisé. Ce qui émergeait était donc une image d'une catastrophe démographique qui n'avait pas laissé de grands dépôts de restes humains, mais qui avait néanmoins significativement réduit la population. C'était une civilisation qui avait progressivement perdu la capacité de sustenter ses habitants, où les systèmes économiques qui soutenaient la population urbaine avaient cessé de fonctionner, où les gens avaient simplement commencé à disparaître, mourant d'une faim silencieuse,
migrant vers d'autres régions, se dispersant dans les campagnes, étant absorbés par d'autres populations. Et cela créait un étrange tableau archéologique, une civilisation dont on pourrait récupérer les murs, les temples, les objets matériels, mais dont le peuple lui-même restait fantomatique, invisible dans les registres, présent par absence plutôt que par présence. Pour comprendre ce qui s'était réellement passé, les archéologues modernes avaient dû apprendre à lire les silences. C'était une compétence contre-intuitive, car par définition, le silence était l'absence de preuves directes. Mais l'absence elle-même, quand elle était systématique et datée précisément, pouvait devenir une forme de preuve. Les spécialistes du cunéiforme avaient créé des bases de données d'une complexité considérable, cataloguant chaque tablette connue, enregistrant son contenu, sa date, quand elle pouvait être estimée, sa provenance, son contexte archéologique. À partir de ces bases de données, il devint possible de tracer des courbes de production documentaire. Combien de tablettes administratives d'une cité donnée dataient de chaque décennie? Combien de contrats commerciaux? Combien de textes religieux? Ce que ces courbes révélaient était remarquable. Pendant les périodes d'expansion et de prospérité, la courbe montait régulièrement. Plus de documents étaient produits, plus de transactions étaient enregistrées, plus la machine bureaucratique fonctionnait à pleine capacité. Puis, à une certaine date, la courbe s'arrêtait brutalement. Non pas graduellement, comme on aurait pu s'y attendre si l'écrit avait simplement cessé à être utilisé, mais de manière nette et claire. Puis, après un hiatus, la courbe recommençait à monter, mais souvent avec un ensemble totalement différent de scribes, d'administrateurs, d'écritures. Cet effondrement brutal de la production documentaire était extrêmement significatif. Cela suggérait non pas une graduelle diminution de l'activité, mais une interruption soudaine et complète du fonctionnement normal. C'était comme si les scribes, un jour, avaient simplement cessé de venir travailler. Peut-être s'étaient-ils enfuis, peut-être avaient-ils été tués, peut-être que le système économique et administratif qui les employait avait simplement cessé d'exister. Pour créer une image plus nuancée, les archéologues avaient tenté de calculer la population des cités sumériennes majeures basée sur divers indicats, l'étendue de l'habitation urbaine, la capacité des systèmes d'irrigation pour soutenir une population donnée, le nombre estimé de travailleurs impliqués dans diverses industries d'après les registres administratifs fragmentaires. Ces calculs étaient nécessairement approximatifs et les spécialistes étaient toujours prudents dans leurs affirmations. Mais les ordres de magnitude étaient suggestifs. Lagash, au sommet de sa puissance, avait probablement eu une population d'environ 200 000 à 300 000 habitants dans sa région urbaine étendue. Uruk était peut-être comparable, ou peut-être plus grande. Nippur, bien que plus petit en tant que centre urbain purement administratif, contrôlait un vaste territoire agricole et sa population totale avait probablement été de l'ordre de plusieurs centaines de milliers. À cela, on pouvait ajouter les populations de dizaines de villes et de villages plus petits, ainsi que les paysans dispersés dans les campagnes. Pendant l'apogée de la civilisation sumérienne, la population totale du sud mésopotamien avait probablement atteint plusieurs millions. Puis, en quelques générations, selon ce que suggéraient les preuves archéologiques, cette population avait diminué de manière drastique. Les grandes cités avaient été abandonnées. Les systèmes d'irrigation avaient été endommagés et n'avaient pas été réparés. Les registres suggéraient que quand les cités avaient finalement été réoccupées, c'était à une bien plus petite échelle, avec une population beaucoup réduite. Le calcul du vide, c'est ce qui restait. Les archéologues pouvaient estimer qu'il y avait eu X nombre de personnes avant une période donnée. Ils savaient qu'après la période, il y avait X nombre de personnes, Gig étant beaucoup inférieur à X. La différence, X moins X, c'était le vide. C'étaient les gens qui avaient disparu. Certains avaient probablement migré vers d'autres régions. Les restes architecturaux dans le nord de la Mésopotamie, particulièrement autour du site qui deviendrait Assur, montraient des signes d'expansion et de construction pendant la même période où le sud connaissait son déclin. C'était probable que certaines des populations et des élites du sud s'étaient dirigées vers le nord, vers l'émergence du pouvoir assyrien. Mais même en considérant la migration, il y avait un calcul troublant. Des millions de personnes ne pouvaient pas simplement migrer vers une autre région sans trace. Il n'y avait aucune preuve archéologique massive dans d'autres régions d'une influx soudaine de population. Et donc la conclusion inévitable était que beaucoup, probablement la majorité du vide, n'était pas dû à la migration. C'était dû à la mort. Les causes de cette mort restaient incertaines. Certaines auraient résulté de la violence directe de la guerre. D'autres,
probablement une majorité, auraient résulté de la famine et de la maladie qui avaient suivi l'effondrement des systèmes qui sustentèrent la civilisation. Peut-être aussi que certains avaient cessé de se reproduire au même taux, le stress de la crise avait réduit le taux de natalité. Peut-être que l'inflation des taux de mortalité infantile due à la malnutrition avait réduit la population de façon catastrophique sur 1 à 2 générations. Quoi qu'il en soit, le résultat était un vide, et ce vide était mathématiquement quantifiable. Ce n'était pas une spéculation abstraite. C'était un nombre, un calcul froid et précis de combien de personnes avaient cessé d'exister. Et à cette distance temporelle, en lisant les tablettes fragmentaires et en fouillant les ruines, c'étaient les tablettes de l'Exode, les registres de migration, les listes incomplets et les silences documentaires qui donnaient les seules traces de ce vide. Il existe un principe fondamental en archéologie. Les absences peuvent être aussi révélatrices que les présences. Une arme manquante d'une tombe, un type de poterie absent d'une période, un style architectural non attesté dans un niveau donné, chacune de ces absences peut dire quelque chose sur les gens qui vivaient à une époque donnée. Mais il y a une limitation à ce que les absences peuvent dire. Elles indiquent ce qui n'a pas été fait, mais rarement pourquoi. Cependant, quand on considère les absences dans la littérature cunéiforme sumérienne du 2e millénaire, certaines conclusions semblent inévitables. Il y a des thèmes qui, malgré leurs occurrences occasionnelles dans d'autres contextes, disparaissent presque entièrement de la documentation pendant certaines périodes. Ces omissions ne peuvent raisonnablement pas être attribuées à la chance ou à la préservation inégale. C'était plutôt comme si certains sujets avaient été délibérément évités. Les hymnes aux rois, par exemple, pendant les périodes de stabilité, les Sumériens composaient régulièrement des textes louangeant les accomplissements des rois. Ces hymnes étaient gravés sur les monuments publics, enregistrés sur des tablettes, utilisées dans les cérémonies publiques. Mais pendant les périodes de troubles, la production de ces hymnes royaux diminuait drastiquement. Non seulement cela, mais le contenu des hymnes qui étaient reproduits changeait. Les affirmations de victoire diminuaient, les descriptions de la prospérité retrouvée diminuaient. À la place, on voyait une augmentation des appels à la divinité, des demandes de protection divine, des prières pour la stabilité et la paix. C'était comme si, pendant les périodes troubles, les scribes savaient que les affirmations usuelles de victoire royale et de prospérité seraient manifestement mensongères, et ils refusaient simplement de les écrire. Au lieu de cela, ils se retranchaient dans un langage religieux plus abstrait et moins vulnérable à la contradiction par les faits. Il y a aussi une absence remarquable de textes historiques narratifs. Sumer avait produit des textes narratifs à d'autres moments, des récits épiques, des histoires de rois, des contes de héros et de batailles. Mais pendant les périodes les plus troubles, ces textes narratifs disparaissaient. Ils ne réapparaissaient qu'après la stabilité était restaurée, et même alors, ils tendaient à être rédigés de manière à éviter les complications historiques que n'importe quel récit honnête de la période aurait nécessairement incluses. Ce silence textuel sur la narration historique suggère que les Sumériens eux-mêmes trouvaient difficile de donner sens aux événements qui se déroulaient. L'épopée de Gilgamesh, un des plus grands textes littéraires sumériens, contenait un récit du déluge, une destruction totale de la civilisation suivie de sa régénération. Certains savants ont suggéré que ce mythe était une expression mythologique d'une grande catastrophe qui s'était réellement produite. Mais même si cela était vrai, c'était une catastrophe exprimée à travers le langage de la mythologie plutôt que de l'histoire. Les raisons du déluge étaient cosmiques et religieuses, pas politiques ou militaires. Et sa résolution était l'intervention divine, pas l'action humaine. Peut-être que pour les Sumériens qui vivaient à travers les périodes troublées du 2e millénaire, une explication mythologique était simplement plus tolérable qu'une explication historique honnête. Une catastrophe due à la volonté des dieux était au moins compréhensible, prévisible en quelque sorte, peut-être même méritée si on avait offensé les dieux. Mais une catastrophe due aux erreurs politiques, aux rivalités de pouvoir, à l'incompétence des élites dirigeantes, cela aurait suggéré un système fondamentalement défectueux, et cela aurait été une chose bien plus troublante à engager directement. Il y a aussi une absence notable de textes concernant les conditions de travail et les rébellions des esclaves. Les archives sumériennes contenaient occasionnellement des mentions de fuites d'esclaves ou de tentatives de révolte. Il y avait des contrats décrivant les termes de l'asservissement, les punitions pour les esclaves qui tentaient de s'échapper. Mais ces mentions étaient généralement brèves et fonctionnelles, sans suggestion d'une compréhension profonde de la vie et des motivations de ceux qui étaient asservis. Ce qui est intéressant,
c'est que pendant les périodes troubles, même ces brèves mentions semblaient diminuer. C'était peut-être parce que les structures de contrôle s'effondraient. Si la civilisation était en chaos, les élites pourraient simplement ne pas avoir le pouvoir de maintenir le système d'esclavage. Les esclaves pourraient fuir sans crainte de punition. Et si cela était le cas, il n'y aurait pas de raison pour les scribes d'enregistrer des fugues qui se produisaient hors du système administratif. Mais cela soulevait une question troublante. Pendant les périodes troubles, quand le système d'esclavage s'effondrait, qu'arrivait-il aux esclaves? Où allaient-ils? Comment survivaient-ils? Il n'y a pratiquement aucune documentation de cela. C'était comme si, au moment même où le sort des esclaves devenait peut-être le plus important et le plus révélateur pour comprendre une société en crise, c'était précisément le moment où les registres cessèrent de parler. Il y avait aussi une absence notable de textes personnels intimes. Il y a relativement peu de lettres privées qui survivent du sud mésopotamien ancien, comparé à d'autres régions et périodes. Mais ce qu'il existe suggère qu'une certaine quantité de correspondances personnelles et de communications intimes étaient enregistrées. On trouvait occasionnellement des lettres entre amis, des requêtes personnelles, des expressions d'inquiétude ou d'affection. Mais pendant les périodes troubles, même ces documents personnels sparses disparaissaient. C'était comme si, dans les conditions de crise extrême, les gens ont simplement cessé de laisser les traces écrites de leurs pensées et sentiments. Peut-être qu'ils n'avaient tout simplement pas le temps, trop absorbés par la survie immédiate pour s'engager dans la documentation de leurs propres expériences. Peut-être que c'était délibéré, une réticence à laisser des traces écrites pendant une période qu'on sentait était temporaire, dangereuse, mieux oubliée, ou peut-être qu'il n'y avait simplement pas de matériel pour écrire, l'argile servant à des usages administratifs plus urgents. En fin de compte, ce qu'on ne pouvait pas écrire était peut-être l'expression honnête de la peur, de la confusion, de l'effondrement qui définissait réellement ces périodes. Et c'est précisément cette peur inexprimée, cette confusion documentée par son absence, qui peut-être dit le plus sur ce que les gens vivaient réellement. Quand la stabilité a finalement été restaurée au sud de la Mésopotamie, après plusieurs générations d'instabilité, ce qui a émergé était une civilisation transformée. Les grandes cités sumériennes du sud avaient cédé la place à une hiérarchie politique de nouvelles puissances. Le nord mésopotamien, particulièrement la cité d'Assur, avait développé une structure de pouvoir centralisée qui allait progressivement dominer la région. Et dans cette nouvelle configuration politique, l'héritage de la Sumer antique était à la fois préservé et transformé. Les élites de la nouvelle ère, les Akkadiennes, les Assyriens, avaient intériorisé de nombreux éléments de la culture sumérienne. Ils utilisaient le cunéiforme. Ils révéraient les anciens dieux sumériens, bien que souvent réinterprétés à travers une langue akkadienne. Ils prétendaient descendre des anciennes lignes royales, même si les généalogies avaient été modifiées pour effacer les discontinuités et les ruptures. Ils préservaient les textes sumériens, les copiaient, les étudiaient, et pourtant quelque chose était perdu dans ce processus de transmission. Ce qui était perdu n'était pas tant le contenu des textes que leur contexte. Les scribes de la nouvelle ère pouvaient lire les cunéiformes sumériens, pouvaient les copier avec une certaine fidélité, mais ils n'avaient pas grandi dans la culture sumérienne. Ils n'avaient pas compris les nuances de la langue ou les allusions culturelles de la même manière que les Sumériens eux-mêmes les auraient compris. Progressivement, le cunéiforme sumérien était devenu une langue morte, une langue lue mais ne plus parlée, compris mais pas vécue. Un exemple frappant de cela était la manière dont les Akkadiens traitaient la mythologie sumérienne. L'Enuma Elish, probablement composé pendant la nouvelle ère akkadienne, était un texte qui prétendait raconter l'histoire de la création du monde. Mais c'était aussi un texte politiquement motivé qui utilisait la mythologie pour justifier la domination du dieu Marduk, le patron de Babylone. Les dieux et les déesses sumériens apparaissèrent dans le texte, mais souvent d'une manière qui semblait mal comprendre ou délibérément déformer leur rôle dans la mythologie sumérienne originelle. De même, les listes royales qui survivaient dans la tradition akkadienne et assyrienne postérieure contenaient souvent des altérations des généalogies sumériennes. Des rois avaient été insérés ou supprimés. Les durées de règne avaient été modifiées. Les origines des dynasties avaient été réécrites. C'était comme si les scribes de la nouvelle ère trouvaient utile de posséder un passé à la fois autoritaire et doux, et ils ajustaient les records pour créer cette impression. Ce phénomène d'altération délibérée des records historiques était peut-être inévitable. Aucune nouvelle élite ne veut simplement remplacer un ordre ancien et être consciente que c'est ce qu'elle a fait. À la place, on crée une narrative où la transition était naturelle, où le nouveau ordre était une continuation légale de l'ancien,
où le changement était volontaire plutôt que imposé. Mais pour les historiens modernes essayant de reconstituer ce qui s'était réellement passé, ces altérations et ces omissions créaient un défi majeur. Les sources écrites ne pouvaient pas être complètement fiables. On devait les lire contre le grain, chercher les indices de ce qui avait été supprimé ou modifié, essayer de déterminer ce qui était probablement authentique et ce qui était probablement une altération ultérieure. Les héritiers de l'oubli, c'étaient donc les civilisations qui succédaient à Sumer. Elles ergèrent de fragments de la civilisation sumérienne, les textes, les traditions, les dieux, mais pas de la compréhension complète d'où ces choses venaient et ce qu'elles avaient signifié à l'origine. Et même en essayant de préserver cet héritage, ils le transformaient inévitablement, l'altéraient, le remplirent avec leur propre compréhension et leurs propres agendas politiques. Ce qui était particulièrement remarquable, c'est que les Akkadiens semblaient être conscients, à un certain niveau, que quelque chose d'important avait été perdu ou avait changé. Les textes qu'ils copiaient et qu'ils préservaient suggéraient une nostalgie pour une époque passée, une époque dorée de sagesse et de grandeur. Mais cette nostalgie était elle-même teintée par la distance temporelle et culturelle. C'était comme s'ils regardaient les ruines d'une civilisation et voyaient de plutôt les vestiges d'une gloire imaginée. À certains moments, on peut détecter une prise de conscience plus directe de la rupture. Un texte akkadien fragmentaire semble contenir une référence à une époque ancienne avant la catastrophe. Mais le texte s'interrompt avant de fournir des détails sur cette catastrophe. C'était comme si même cette reconnaissance limitée de ce qui s'était passé était trop douloureuse ou trop dangereuse pour être documentée entièrement. En fin de compte, ce qui s'est passé était une forme de transmission amnésique. Les connaissances, les textes, les traditions passaient d'une génération à l'autre, d'une civilisation à une autre. Mais la compréhension du contexte, des raisons, des circonstances avait été perdue. Et ce qui était transmis était donc une forme de héritage vide de son sens original que les héritiers étaient forcés de remplir avec leurs propres interprétations. Pour les archéologues du XXe siècle et au-delà, l'étude des tablettes sumériennes et des sites du sud mésopotamien avait devenu une science de l'interprétation des silences. C'était une discipline qui devait apprendre à lire non pas seulement ce qui était écrit, mais aussi l'espace vide, l'absence, la lacune. Cela signifiait développer une sensibilité à ce qui n'était pas là. Si un type de document qui était produit régulièrement cessait soudainement d'être produit, c'était un signe. Si les styles d'écriture changeaient radicalement d'un jour à l'autre, c'était un signe. Si une cité habitude était soudainement arrête d'être mentionnée dans les documents d'autres cités, c'était un signe. Ces signes n'étaient pas des preuves directes, mais ils étaient des indices qui pouvaient être assemblés pour créer une image. Ce qui était fascinant, c'est que des indices de ce type pouvaient souvent être détectés dans les documents eux-mêmes. Un scribe qui enregistrait des transactions routinières pouvait occasionnellement ajouter une note ou un commentaire que révélait que quelque chose d'anormal était en train de se passer. Les revenus n'ont pas été collectés du Sud car les voies ne sont pas sûres. Les travailleurs n'ont pas pu se rendre au chantier de construction à cause de la perturbation. Les grains que nous avions stockés ont dû être utilisés pour sustenter les réfugiés. Ces commentaires occasionnels, buried parmi les registres ordinaires, offraient des indices de crise qui les documents principaux refusèrent d'adresser directement. Les archéologues qui ont étudié les tablettes ont développé une expertise dans la détection de ces nuances, ces remarques incidentes qui révélaient une réalité cachée derrière les registres officiels. C'était une discipline presque littéraire, de lire entre les lignes, de chercher l'intention derrière l'absence de mention. Mais il y avait aussi une archéologie physique du silence. La stratigraphie archéologique, l'étude des couches de sol et de débris, avait sa propre histoire à raconter. Les archéologues pouvaient observer comment les murs avaient été reconstruits, comment les structures avaient changé au fil du temps. Et dans ces reconstructions, dans les changements de style et de matériaux, on pouvait lire une histoire de disruption et de adaptation. Les nouvelles élites reconstructisaient les cités, mais souvent non pas dans les mêmes formes que les anciennes. Elles changeaient la distribution des espaces, elles modifiaient les styles architecturaux, elles réorganisaient les hiérarchies spatiales de manière à refléter une nouvelle compréhension du pouvoir et de l'autorité. Une autre forme d'archéologie du silence était celle des paysages. En examinant les restes des systèmes d'irrigation qui avaient soutenu la civilisation sumérienne, les archéologues pouvaient voir comment ces systèmes avaient changé au fil du temps. Pendant les périodes de prospérité, les canaux d'irrigation étaient intensivement entretenus. Les levées étaient renforcées.
De nouveaux canaux étaient creusés. Mais pendant les périodes de crise, cet entretien cessait. Les canaux se comblèrent de sédiments. Les levées s'effondraient, et quand l'habitation était finalement rétablie, les nouveaux occupants devaient souvent construire de nouveaux systèmes d'irrigation plutôt que de tenter de réparer les anciens. Cela signifiait que l'effondrement de la civilisation sumérienne était littéralement écrit dans le paysage. Les restes des anciens systèmes d'irrigation pouvaient être cartographiés, datés et leur état d'entretien ou de délaissement déterminé. Et ces cartes révélaient une image claire. Les systèmes qui avaient sustain les cités sumériennes avaient été abandonnés et s'étaient graduellement détériorés. Ensemble, ces différentes formes d'archéologie, l'archéologie du texte, l'archéologie du silence dans le texte, l'archéologie physique du bâti, l'archéologie du paysage, créaient une image multidimensionnelle de ce qui s'était produit. Ce n'était pas une image qui aurait pu être trouvée dans n'importe quelle source unique. C'était plutôt une image qui émergeait de la combinaison patiente de petits indices, chacun incomplet en lui-même, mais collectivement suggestive d'une vérité plus large. Et ce qui était remarquable, c'est que cette image, construite à partir des silences et des absences, était souvent plus cohérente et plus crédible que les récits officiels que les anciens avaient laissés derrière eux. C'était comme si la vérité ne pouvait être trouvée que dans les espaces non dits, dans ce qui avait délibérément été omis ou oublié. Un phénomène étrange se manifestait quand on comparait les registres historiques akkadiens et assyriens postérieurs avec les preuves archéologiques de ce qui s'était réellement produit. Les histoires officielles décrivaient la montée graduelle de la puissance assyrienne, la consolidation progressive du pouvoir, la victoire du nouvel ordre sur l'ancien. Les registres royaux assyriens glorifiaient les rois qui avaient conquis et soumis les villes du sud. Mais quand on les comparait avec les preuves du terrain, une image inversée émergeait. La réalité archéologique suggérait que le sud mésopotamien n'avait pas été conquis par une succession de campagnes militaires clairement victorieuses et documentées. Au lieu de cela, il semble avoir sombré graduellement dans le chaos, les systèmes de support se désagrégeant, les populations se dispersant, la civilisation s'effondrant de l'intérieur. Et dans ce vide de pouvoir, les nouvelles élites du Nord avaient émergé, accumulant l'autorité et les ressources non pas parce qu'elles avaient vaincu une civilisation forte, mais parce qu'elles remplissaient un vacuum créé par l'effondrement de la civilisation existante. Les registres royaux assyriens, avec leur insistance sur les victoires militaires et les conquêtes, inversent en effet ce qui s'était produit. Plutôt que de reconnaître que le Sud s'était effondré de lui-même et que le Nord avait exploité ce collapse, ils dépeignaient le processus comme une série de triomphes militaires délibérés. C'était une forme de rhétorique politique, transformant un processus d'effondrement et de réorganisation en un récit de conquête et de domination. Mais la chose qui était remarquable, c'est que cette inversion était tellement cohérente et convaincante qu'elle avait dominé la compréhension historique pendant centuries. Les historiens anciens, lisant les registres royaux assyriens, acceptaient largement le raconte des événements. C'était seulement quand les archéologues modernes avaient commencé à comparer les registres textuels avec les preuves physiques que le contradiction avait devenu apparent. Et cela révélait quelque chose d'important sur la nature de la mémoire elle-même. La mémoire officielle, la mémoire consignée dans les monuments publics et les registres royaux n'était pas nécessairement le reflet le plus fidèle de ce qui s'était produit. La mémoire officielle était plutôt une construction, une narration créée par les élites dirigeantes pour justifier leur pouvoir et pour influencer la compréhension des générations futures. Et cette mémoire officielle avait une tendance à être inversée, à transformer les défaites en victoires, les collapses en conquêtes, les circonstances chaotiques en récits ordonnés. Ce phénomène avait d'importantes implications pour la compréhension de l'histoire en général. Si on ne peut pas faire confiance aux registres officiels des cultures anciennes pour fournir un account accurate de ce qui s'était produit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment peut-on arriver à quelque chose d'approchant à une vérité historique ? La réponse, selon les archéologues, était de toujours croiser les registres officiels avec les preuves physiques. Les monuments peuvent mentir, mais le sol ne ment pas. Les registres royaux peuvent être inventifs, mais les restes d'un bas de construction brûlé parlent une vérité muette. Les généalogies peuvent être réécrites, mais les couches stratigraphiques ne peuvent pas être changées rétroactivement. Et en combinant ces sources, en lisant à la fois le registre officiel et la preuve archéologique, en cherchant les points où ils s'accordent et où ils se contredisent, on pouvait parfois arriver à une compréhension de ce qui s'était réellement produit. Ce n'était jamais une image complète,
jamais une certitude totale, mais c'était une image plus fidèle que ce qu'on aurait pu obtenir simplement en acceptant les récits des vainqueurs. Plusieurs millénaires après l'effondrement des grandes cités sumériennes, une certaine forme de civilisation continuait à exister au sud de la Mésopotamie. Il y avait des villes, il y avait du commerce, il y avait une structure politique et religieuse. Mais c'était une civilisation différente, dirigée par des élites différentes, parlant une langue qui était devenue langue dominante. Les traces de ce qui avait précédé subsistaient dans les textes copiés et recopiés, dans les traditions religieuses qui avaient été partiellement absorbées et transformées, dans les ruines des anciennes cités qui restaient partiellement visibles comme repères dans le paysage. Ce qui persistait, c'étaient les textes. Les Mésopotamiens de la Nouvelle Ère continuaient à copier les anciens textes sumériens, non pas nécessairement parce qu'ils les comprenaient complètement, mais parce qu'il y avait une reconnaissance que ces textes contenaient quelque chose d'importance. C'était un héritage qu'on ne pouvait pas simplement discard. Et à travers ces copies et recopies, certaines des connaissances et de la compréhension de la civilisation sumérienne étaient préservées, même si c'était dans une forme fragmentaire et transformée. Ce qui persistait aussi, c'étaient les dieux. Les divinités qui avaient été vénérées par les Sumériens continuaient à être adorées par les Akkadiens et les Assyriens. Les temples continuaient à fonctionner, souvent sur les mêmes sites que les anciens temples sumériens, utilisant souvent les mêmes noms de dieux. Mais la théologie avait changé. Les dieux sumériens avaient été réinterprétés, réorganisés dans une nouvelle hiérarchie, alignée avec les divinités akkadiennes de manière à refléter la nouvelle structure politique et religieuse. Ce qui persistait, c'était aussi le souvenir de la catastrophe elle-même, même si ce souvenir était recodé en mythologie. Le récit du déluge, qui appear dans plusieurs contextes dans la littérature mésopotamienne postérieure et qui ressurgit dans les traditions bibliques ultérieures, pouvait être vu comme une forme mémoire de l'effondrement qui s'était produit. C'était une histoire d'anéantissement total, suivie par une régénération et une nouvelle création. Et bien que les détails mythologiques différaient de ce que les archéologues modernes comprenaient de ce qui s'était réellement produit, la structure narrative était similaire. Une civilisation détruite, une rupture avec le passé, une tentative de recommencer. Finalement, ce qui persistait était la leçon enfouie de l'effondrement lui-même, une leçon que les anciens Mésopotamiens ne pouvaient peut-être pas articuler directement. C'était la leçon que même les civilisations les plus complexes, les plus sophistiquées, construites sur les fondations les plus solides, pouvaient s'effondrer. Que les systèmes qui semblaient permanents et inévitables pouvaient disappearing en quelques générations. Que la continuité ne pouvait jamais être entièrement garantie. Que le silence pouvait devenir un mur tout aussi impénétrable que la parole. Et pendant que les civilisations ultérieures reconstruisaient le monde mésopotamien, pendant qu'elles écrivaient leurs propres récits de pouvoir et de gloire, sous tout cela subsistait cet avertissement silencieux. Un avertissement qui était transmis, mais rarement explicitement reconnu. Une connaissance qui était préservée dans le silence même des textes, dans les absences documentées, dans les vides qui marquaient là où une civilisation avait une fois existé. Les archéologues modernes, en patiemment assemblant les fragments, en lisant les silences, en écoutant ce que les absences avaient à dire, pouvaient finalement entendre cet avertissement. Pas comme une prédiction du futur, mais comme un écho du passé, un rappel qu'une civilisation qui semblait éternelle était seulement fragile, que l'oubli pouvait être aussi complet que la mémoire, et qu'entre la prospérité et l'anéantissement, il y avait souvent peu de choses, sinon l'accident des circonstances et la fragilité des systèmes que nous construisons pour nous soutenir. C'était peut-être tout ce qui persistait vraiment après l'anéantissement, non pas une continuité impeccable, non pas une transmission sans rupture, mais une série fragmentée d'indices, des traces qui suggéraient que quelque chose avait eu lieu, et que ce quelque chose avait laissé des marques qui ne disparaîtraient jamais entièrement, même si les générations futures ne pourraient jamais entièrement comprendre ce qu'elles signifiaient.